Chers membres et chers amis de la CES, je vous souhaite la bienvenue pour cette très belle conférence ce soir et je me réjouis tout particulièrement d'accueillir évidemment la cofondatrice de notre association il y a 19 ans, 2006. Oui, 2006, oui. Voilà, bon, voilà, donc, on ne présente plus Leïla El-Wakil, bien sûr, mais je vais quand même faire un tout petit survol, car si je devais prendre toute la bibliographie et la biographie, eh bien, ça exigerait pas mal de temps. Alors, professeur Leïla El-Wakil, évidemment, est historienne de l'art et architecte. Elle est née au Caire. Elle a été professeure associée d'histoire de l'architecture du département d'histoire de l'art de l'Université de Genève. Une part importante de ses activités de recherche et d'expertise concerne l'histoire du patrimoine architectural, l'architecture vernaculaire et l'architecture arabo-musulmane. Parmi ses ouvrages, les nombreux articles publiés dans des revues scientifiques qui lui ont valu une reconnaissance internationale et d'être choisie comme curatrice du Salon suisse de la Biennale 2016 par Pro Helvetia. Je ne sais pas s'il y en avait entre vous qui y étaient avec nous. Figurent notamment d'importants travaux sur Hassan Fathy, donc l'architecte égyptien bien connu. Elle fait présentement partie du réseau suisse de l'historicisme, historismus.ch, du réseau Manazir, une plateforme des arts dans la région MENA, et du comité scientifique du projet Architecture Art Déco au Caire, dirigé par le professeur Ezio Godoy. Elle est par ailleurs la secrétaire de l'association SOS Patrimoine CEG qu'elle a créée en 2017. Alors, avant de laisser la parole justement à Leïla, alors j'attire votre attention sur notre programme. Alors, vous allez avoir probablement notre programme si vous vous êtes inscrit sur la feuille, et vous allez pouvoir aussi être informé des excursions. On a quelque chose qui se profile pour les 200 ans, le bicentenaire du musée de Turin, que nous allons faire donc avec Madame Guillemette Ondreux, qui est la vice-présidente de la Société française d'égyptologie, directrice honoraire du département d'égyptologie du Louvre. Alors, je vous souhaite une excellente soirée, et voilà, je laisse la parole à Leïla. J'ai le micro tout près, ça va comme ça? Bien. Alors c'est un plaisir d'être là ce soir et de vous parler d'un sujet que j'adore, mais je ne sais pas comment je vais vous en parler parce que dans le fond, vous allez voir, l'histoire de l'édifice est compliquée, le fait que j'y suis retournée il n'y a pas longtemps et je me suis immergée dans cette mosquée de Cordoue. Mais je me rends compte en préparant ma présentation iconographique que je n'ai pas fait toutes les bonnes photos que j'aurais dû faire et qu'on ne trouve pas si facilement. Je vous expliquerai pourquoi. Mais néanmoins, on va essayer ensemble de poser un nouveau regard sur cet édifice, si c'est possible, ou de raviver nos anciens souvenirs. Je ne sais pas qui parmi vous est allé à la mosquée de Cordoue. La CES a été. Alors, années, oui. Oui, alors la CES. Et parmi la salle, alors qui? Levez les mains. Donc je parle à des spécialistes de la mosquée de Cordoue, ça m'intéresse. Très bien. Oui, plus de la moitié des participants sont allés là-bas. C'est très bien. L'année dernière, à peu près à la même époque que maintenant, donc j'étais en Andalousie et j'ai eu la chance justement de revoir cette mosquée
Je l'ai appelée mosquée, délibérément. Hein. Normalement, le terme consacré, c'est mosquée, cathédrale. Hein. Et c'est surtout une cathédrale à l'heure actuelle, hein, réservée au culte chrétien, bien entendu, revendiqué. Et j'avais vu cet édifice il y a fort longtemps. J'en gardais un souvenir ébloui. Et lors de ce voyage en Andalousie, qui a commencé par un séjour à Grenade, où on a eu la chance de loger dans la foresterie à l'université en face de l'Alhambra, la fenêtre de la chambre qui était spartiate s'ouvrait sur l'Alhambra, illuminée le soir. C'était magique. Alors après cette mise en bouche, nous sommes allés à Cordoue. Et en arrivant à Cordoue, j'ai décidé qu'à 8 h du matin, le lendemain de l'arrivée, je ferais la visite pour les touristes catholiques. Parce que si vous y êtes allés récemment, vous savez peut-être que l'édifice est ouvert d'abord pour le culte. Enfin, il y a une messe vers 9 h, 9 h 30, et qu'avant 8 h, on peut y entrer, mais pour des raisons liturgiques. Bien m'en a pris, parce que quand on arrive à 8 h, évidemment, on évite la foule des touristes qui débarquent plus tard, vers 10-11 h, par quart, et en masse. Alors, j'étais à 8 h, j'y suis retournée le lendemain à 8 h, 3 jours de suite, j'étais là à 8 h, en attendant pour les grandes portes en bois cloutées qu'elles s'ouvrent. Et on traversait très très vite la cour des Orangers, que vous verrez tout à l'heure. On passait les contrôles de sécurité, parce que maintenant il y a bien sûr des contrôles de sécurité. On ouvrait son sac et puis on pénétrait dans cet édifice qui reste toujours aussi surprenant et dans lequel, personnellement, je suis subjuguée. À tel point qu'en tant qu'historienne de l'art, je me demande comment parler de cet espace, de cet édifice. Il s'agit quand même d'un édifice puisque c'est construit, de ce lieu, et comment faire pour bien le comprendre, parce que les moyens dont on dispose, c'est-à-dire la fameuse ekphrasis, la description, l'analyse, le décortiquage de toutes les pièces qui constituent la mosquée, ça ne suffit pas encore à rendre l'effet qui est produit par ce bâtiment. C'est un tout composite, vous le savez, qui remonte au 8e siècle et qui a été profondément transformé au cours des siècles suivants jusqu'au XVIe siècle où est intervenue la modification majeure, à savoir l'implantation au milieu de la mosquée de la chapelle majeure que vous verrez tout à l'heure. Gustave Doré et Charles d'Avillé, qui se sont rendus ensemble en Espagne et qui ont écrit un livre intitulé L'Espagne, publié par Feuilleton entre 1862 et 1872, ont décrit la chose comme cela. Ils ont dit: c'est en vain assurément que nous avons essayé de décrire la mosquée de Cordoue. C'est un monument sans pareil dont on ne peut se faire une idée exacte si on ne l'a vu, car la plume et le pinceau même sont impuissants à en rendre les aspects variés et d'une poésie étrange. Nous y passions des heures entières sans pouvoir nous arracher à cette contemplation, et loin de trouver exagérées les louanges des poètes, nous répétions, en les trouvant vrais, ces vers de Victor Hugo. Je cite Victor Hugo: « Cordoue aux maisons vieilles, à sa mosquée où l'œil se perd dans les merveilles. » C'est tiré des Orientales, il a écrit en 1828. Et effectivement, l'œil se perd dans les merveilles de l'intérieur de cette mosquée de Cordoue. Si j'intitulais en sous-titre que la mosquée est un unicum, alors elle est unique de toutes sortes de façons. Elle est unique par sa taille. Vous savez qu'elle est énorme dans l'état actuel, après tous les développements qu'elle a subis, et qu'elle résulte de 3 agrandissements successifs du temps des califes, qui ont été faits dans l'esprit du bâtiment d'origine.
En superficie, il s'agit de la deuxième plus vaste mosquée après celle de la Mecque et elle couvre 23 000 mètres carrés, c'est-à-dire 2 hectares, 3, soit presque 3 terrains de football de la Coupe du Monde. Donc c'est grand. Elle est unique par son caractère architectural. C'est une indéfinissable salle hypostyle à structure répétitive composée de colonnes supportant des arcs bichromes outrepassés ou en plein cintre superposés, ce que l'on voit déjà ici. C'est un édifice, il faut bien parler d'un aedificium construit qui consiste en un espace couvert de plafond en bois ou de voûte lancé à une grande hauteur sous un système de toit à 2 pans. Elle est unique aussi par son caractère hybride. Et c'est vrai que cette hybridation qui est survenue tardivement dans l'histoire de la mosquée, avec la survenue de cette chapelle majeure, la Capilla Mayor, de style renaissant baroque, qui s'est implantée en plein milieu de l'édifice au XVIe siècle, on peut dire que cet ajout a dénaturé, au sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire a fait changer la nature de l'objet, toutefois en restant noyé dans cette nappe gigantesque qu'est la mosquée, avec ses colonnades. Et c'est surtout de cet ajout dont il va être question à la fin de mon exposé. S'agit-il d'une dégradation de l'œuvre islamique ou d'une mise en tension et d'un enrichissement? Je pense que ceux qui sont allés sur place se sont tous posé la question. Parce qu'effectivement, on a affaire à des entités tellement différentes l'une de l'autre qu'on ne peut qu'être surpris. Alors, voilà, ça c'est une vue prise depuis l'autre rive du Guadalquivir et où l'on voit justement, alors à gauche le pont romain qui a été maintenu et qui permet de traverser pour aller dans la partie de la vieille ville où se trouve la mosquée dont vous voyez ici le profil. C'est une photo qui a été prise l'année dernière donc et qui nous montre une situation qui est récente. La mosquée de Cordoue a été classée au patrimoine mondial en 1984 lors d'une séance de l'UNESCO qui s'était tenue à Buenos Aires, en même temps que d'autres biens en Espagne, tels que l'Alhambra et le Generalif, à Grenade notamment, la cathédrale de Burgos, le monastère et le site de l'Escorial, le parc Güell, la Casa Mila à Barcelone. Donc vous voyez, là on a enfilé les incontournables du patrimoine espagnol. On peut dire ça comme ça, mais qui sont de nature assez différente les uns des autres. Et puis, en 1994, le classement a été étendu à une partie du centre historique de Cordoue, c'est-à-dire non plus seulement la mosquée, mais la vieille ville. Et on nous a dit à cette occasion que la ville, par ses dimensions, sa configuration ainsi que sa signification historique, en tant qu'exemple vivant des diverses cultures qui s'y sont exprimées et la relation avec le fleuve, forme un ensemble historique d'une extraordinaire valeur. La mosquée a été classée comme mosquée cathédrale, donc le terme consacré. Et dans le fond, c'est ce syncrétisme qui, aux yeux de l'UNESCO, a de la valeur. L'UNESCO s'exprime en ces termes. Il s'agit là d'une architecture hybride associant nombre de valeurs artistiques d'Orient et d'Occident. La grande mosquée, avec sa juxtaposition de cultures et de styles architecturaux, a conservé son intégrité matérielle. Bon, ça se discute, hein, mais je ne fais que citer pour le moment. Elle a été édifiée au 8e siècle au-dessus des vestiges de la basilique wisigothe Saint-Vincent. Des extensions ont été réalisées par la suite sur plus de 3 siècles et c'est en 1236 qu'a été instaurée la cathédrale chrétienne, donc au moment de la Reconquista espagnole. La reconstruction la plus importante, effectuée à l'époque de la Renaissance entre 1523 et 1599, lui a donné sa structure spatiale actuelle. Donc officiellement, la Mesquita de Cordoue est la cathédrale du diocèse espagnol sous le nom Notre-Dame de l'Assomption.
Je préfère continuer de l'appeler mosquée, c'est pas du prosélytisme. D'ailleurs, je fais comme la Fondation Aga-Khan. Les historiens au service de la Fondation Aga-Khan font l'historique de la mosquée et s'arrêtent d'ailleurs avant le passage à la religion catholique. Ça ne va pas être le cas aujourd'hui, au contraire, c'est ce passage qui va nous intéresser aussi. Mais c'est vrai que c'est un des monuments majeurs de l'art musulman en terre occidentale, un monument de l'art des Omeyyades de Cordoue, ces Omeyyades qui avaient été chassés de Damas par les Abbassides et dont l'un d'entre eux avait réussi à venir jusqu'en Espagne, un des premiers témoins de la présence musulmane qui s'est exercée durant 5 siècles, du 7e siècle au 13e siècle. Le califat de Cordoue est la plus ancienne présence musulmane en terre hispanique, bien avant d'ailleurs Grenade et le royaume des Nasrides, qui se développera par la suite. L'édifice se trouve donc à l'emplacement, je vais peut-être vous montrer ceci pour changer un peu, c'est à peu près la même vue que tout à l'heure, sauf qu'il s'agit d'une gravure ancienne du 19e siècle, où peut-être les proportions ne sont pas respectées comme elles le sont en réalité. À l'emplacement de cette mosquée se trouvait un temple, c'est souvent le cas, hein, les temples se reconstruisent sur eux-mêmes. On a le cas à Genève également et dans beaucoup de villes. Un temple romain dédié à Janus, puis une église dédiée à la Vierge. Et puis, lorsque les Visigoths ont occupé Cordoue, en 572, un sanctuaire dédié à Saint Vincent de Saragosse. La mosquée s'est développée en phases successives et elle se présente aujourd'hui. Alors là, voilà une vue aérienne où vous voyez l'étendue de cet édifice dans la ville. Donc, vers le bas, nous sommes au sud. Et un peu plus bas, hors de l'image, se trouve le fleuve. Et vers le haut, là où vous avez le minaret qui a été transformé en campanile, se trouve donc la partie nord de la cour de l'ancienne mosquée. Et puis tout ce qui est recouvert de toitures à 2 pans, eh bien c'était l'emprise de la mosquée, de laquelle émerge alors la chapelle, la fameuse chapelle majeure, qui s'élève véritablement et se démarque par son architecture renaissante et baroque. Et puis, vous voyez en bas, le long du mur sud, une émergence qui correspond à la nouvelle Qibla de la dernière étape de la mosquée. Et cette mosquée s'est érigée par phases successives. Je vais encore vous montrer une autre chose. C'est-à-dire, évidemment, quand on parle des Omeyyades, il ne faut pas oublier comme modèle possible, et il y a des rapprochements à faire, la mosquée de Damas, qui, elle, avait été construite un peu plus tôt au 7e siècle, et comprenait effectivement ce système de grandes cours, était moins développé en tant que bâtiment, si vous voulez, mais reproduisait un principe assez proche avec des piliers, des colonnes à l'intérieur et des toits à 2 pans pour couvrir les différentes nefs. Je vous montre aussi l'intérieur tel qu'on peut le voir maintenant. C'est une photo de l'année dernière. Et vous voyez cette perspective constituée par les colonnes qui sont surmontées de poteaux qui supportent une double arcature. Les arcs inférieurs sont souvent, mais pas toujours, des arcs outrepassés et les arcs supérieurs sont des arcs en plein-cintre qui sont bichromes, alternance de claveaux et de briques. Et ce système se répète. Alors, il se répétait à l'infini parce qu'à travers tous les agrandissements dont je vais parler, on a repris plus ou moins le même système de façon très répétitive. Et dans le fond, c'est l'introduction de la chapelle majeure qui est venue bousculer d'une certaine façon cet ordre
en détruisant une partie des colonnes et de leurs arcs. Là, je vous montre encore l'ancien minaret qui est devenu le campanile, qui a été transformé au XVIe siècle, et également ce que vous avez parcouru sans doute pour ceux qui étaient là, la cour des orangers, on l'appelle cour des orangers, il y a d'autres arbres aussi. C'était la cour dans laquelle se trouvaient à l'origine les bassins d'ablution. Bon, elle n'était pas tout à fait aussi grande au tout début, comme on va le voir. Et voilà les développements du bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui se présente aujourd'hui sous la forme d'un quadrilatère de 180 mètres de long sur 130 mètres de large et qui compte 19 nefs, on les appelle comme ça. Donc c'est les parties marquées par les colonnades. Et il y a encore plus de 850 colonnes surmontées de chapiteaux qui sont différents. Les 2 tiers de la surface sont occupés par la salle de prière et l'autre tiers par la cour que vous avez vue tout à l'heure. L'ensemble est entouré d'une enceinte qui est crénelée, donc un mur qui est aujourd'hui largement fermé alors qu'à l'origine il y avait énormément de portes. On communiquait avec l'extérieur beaucoup plus facilement. Mais comme au fur et à mesure des chapelles se sont construites le long du mur extérieur, évidemment, les portes ont été en partie obstruées. C'est vers la fin de son règne que l'émir omeyyade Abdelrahman Ier décide d'entamer la construction de cette nouvelle mosquée dont les travaux s'achèvent en 786. Alors, c'est ce que vous voyez en jaune pâle. Donc, vous voyez, c'est l'origine de la mosquée. Ce qui est en jaune clair, je ne sais pas si j'arrive. Vous voyez ma flèche? Non, pas du tout. Vous la voyez? Ah, voilà. Alors voilà. Ensuite, l'étape suivante, ça a été... Mais avant de venir à l'étape suivante, je vous lis un court extrait de la déclaration d'intention d'Abdelrahman qui a dû convaincre les autorités locales, il était fraîchement débarqué, de... dans le fond, détruire cette église Saint-Vincent qui était là, elle était à cet emplacement, pour construire un nouvel édifice. Il fait l'énumération des beautés de la future mosquée, c'est ce que nous raconte un chroniqueur. Il décrit la citerne et la cour, les orangers qui doivent ombrager les fontaines pour les ablutions, les 11 portails et les 11 nefs, avec une plus large au centre pour adorer la Qibla ou sanctuaire. Les colonnes de marbre différentes, rangées comme une armée belliqueuse. C'est la première comparaison que nous avons. L'armée belliqueuse des colonnes de marbre. Les arcs comme des drapeaux gonflés par le vent de la fortune. Les toits de mélèze incorruptibles. Les seigneurs écoutaient ces paroles prophétiques et en vue des vérités historiques exposées par le calife, ils décrétèrent élever un temple. Le calife reçut les ordres nécessaires et fut chargé de s'arranger avec l'évêque et le comte chrétien sur l'achat du temple qui devait être démoli pour ériger la mosquée. Bon, on dit que Abdelrahman a mis beaucoup de sa personne, enfin, vous savez, entre la légende, les chroniqueurs, etc. Il aurait lui-même mis la main à la pâte, se serait rendu sur le chantier pour faire avancer et diligenter les travaux de la construction de cet édifice. L'édifice, on peut dire qu'il est de type arabe. Tout à l'heure, j'ai employé le terme d'hypostyle. Hypostyle, c'est un terme qui décrit donc un espace qui comporte des colonnes ou des piliers qui soutiennent la toiture. Et là, c'est vraiment le cas, en effet. Et dans le fond, c'est le cas de la mosquée de Damas également. C'est le cas également la mosquée Ibn Touloun au Caire, enfin de beaucoup de mosquées sont de ce type-là. Et ces nefs, comme vous le voyez, étaient séparées par des colonnes de marbre qui étaient des spolias, c'est-à-dire elles avaient été récupérées de bâtiments plus anciens. C'est souvent le cas, évidemment, on se sert des bâtiments comme de carrières, on va y chercher des matériaux. Et là, plusieurs édifices romains ou visigothiques ont fourni notamment ces colonnes qui sont des colonnes monolithes, les colonnes de la première mosquée.
les nefs de la première construction étaient délimitées justement par ce système d'arcs superposés. Vous avez donc l'arc outrepassé en bas, en plein cintre en haut. On s'est demandé pourquoi. Ça rappelle un peu la construction des aqueducs romains, qui ont parfois plusieurs superpositions d'arcs. Eh bien, parce que les colonnes ne faisaient que 4 mètres de hauteur. Et donc, avec 4 mètres de hauteur et un arc, on n'arrivait pas très haut. Et probablement, c'est pour donner plus d'élévation au bâtiment qu'on a inventé ou adapté ce système de superposition des arcs. Et la salle hypostyle présente un avantage, c'est qu'elle peut s'agrandir à l'infini. C'est ce que dit Oleg Grabar, qui est un spécialiste de l'architecture islamique. Il dit justement que ce type de salle est d'une grande flexibilité de composition et susceptible de changement, de s'adapter aux changements démographiques et sociaux, car il autorise facilement l'agrandissement ou la réduction de l'espace de la mosquée. Ensuite, alors là vous avez, bon, par comparaison, mais c'est quand même très différent, la mosquée de Damas à l'intérieur, alors qui est beaucoup plus haute en fait, et avec des colonnes beaucoup plus espacées, mais si vous voulez, c'est aussi une salle hypostyle, hein. C'est aussi une salle à colonnes qui ne produit pas le même effet parce que la spatialité est tout autre, et il y a beaucoup plus d'élévation, moins de colonnes, moins de répétitions. Et un autre bâtiment que je trouve plus ressemblant, vous le connaissez sans doute aussi, c'est la basilique superbe d'Istanbul, Constantinople, qui est plus ancienne, elle est du VIe siècle. C'est un édifice remarquable, extrêmement visité, qui n'avait effectivement pas tout à fait la même fonction, quoiqu'il y avait aussi une fonction liturgique. Et là, il y a une accumulation de colonnes assez trapu, avec un système de voûte qui date du VIe siècle, donc on est un peu avant la mosquée de Cordoue. Alors je vais peut-être rester un peu sur cette image pour le moment. Alors, je crois que... Voilà. La mosquée... Non, là je suis pas au bon endroit. Non, pas du tout, j'ai sauté une page. Je me retrouve dans mes petites notes, excusez-moi, j'y arrive, voilà. Voilà, on y est. Les bâtiments hypostyles, évidemment on devrait le dire aussi, mais ça nous mène un peu loin, on peut les faire, bien entendu, remonter aux temples égyptiens, parce que les temples comme Karnak ou autres grands temples de l'Antiquité pharaonique sont aussi des constructions hypostyles, avec ce système. C'est un système assez rudimentaire, c'est-à-dire vous mettez un porteur sous forme de colonne ou de poteau, et puis ensuite vous couvrez. Donc c'est une des façons simples de faire un bâtiment, on va dire, par rapport à des voûtements qui deviendront plus compliqués par la suite, ou bien des coupoles. Et d'ailleurs, dans l'esprit des formes, Éliphore, parlant du temple de Karnak, disait, c'est intéressant parce que on a vu la comparaison tout à l'heure des colonnes comme une armée de guerriers, mais la comparaison la plus banale de la mosquée de Cordoue, c'est de dire c'est une forêt. On reviendra tout le temps sur ce terme de la forêt plantée d'arbres. Et à propos de Karnak, Éliphore disait, voyez au bord du Nil ces temples réguliers, leurs salles hypostyles, où des fûts droits sommés de feuilles rappellent les palmeraies clairs sous lesquels il fait jour. Alors évidemment, s'agissant de mosquées, les arbres seront des palmiers. Très souvent, dans la description de la mosquée de Cordoue, on compare effectivement cette forêt à une palmeraie. Les travaux qui surviennent ensuite par Abdelrahman II, donc c'est le successeur, c'est... Alors oui, maintenant on a perdu le plan. Alors, Abdelrahman II, c'est ceci. Donc c'est ce qui est en vertal. Bon, je vous dis tout de suite que Abdel Hakam, ce sera cela. Et puis que le tout grand agrandissement, il surviendra ici, avec l'extension d'Al-Mansour au Xe siècle. Donc vous voyez,
un bâtiment islamique fait d'extensions successives selon un système constructif qui reste plus ou moins le même. Alors, Abdelrahman II, il va grandir vers le sud. Alors, à chaque fois qu'on détruit, évidemment, côté sud, on va détruire aussi le mur sur lequel se trouve la Qibla, c'est-à-dire la niche vers laquelle se tournent les fidèles pour prier. Il faut savoir que la mosquée de Cordoue n'est pas orientée. Elle est orientée vers le sud, c'est-à-dire elle n'est pas orientée vers la Mecque. Elle regarde vers le fleuve et vers le sud. Et donc, c'est de ce côté-là, effectivement, qu'à chaque fois, on va établir une nouvelle partie liturgique. Et Abdelrahman II continue donc, dans la systématique arc et colonne. Et son fils, Hakam II, est le créateur de la nouvelle ville Médinat al-Zahra, qui se trouve à proximité de Cordoue. Et c'est quelqu'un qui a d'énormes ambitions. Et ces ambitions se voient aussi sur la construction de la mosquée, puisqu'il va agrandir avec emphase et luxe. Il allongera encore la salle de prière. On parlera d'une mosquée dans la mosquée. Et ici, vous voyez pour l'instant les façades, dont une d'entre elles, justement la façade est, de ce côté-ci, est particulièrement ornée de portes qui ont été remaniées sous son dicaster. Et ces portes, elles sont assez remarquables parce qu'elles ont tout un travail de décoration qui reprend évidemment le motif des arcatures à bichrome, qu'elles soient outrepassées ou bien alors en ogive. Il y a différentes formes qui arrivent là. Et le luxe qui est développé dans la mosquée se verra aussi à l'intérieur. On parle d'ailleurs d'une mosquée dans la mosquée, parce qu'elle se distingue quand même par l'introduction d'arcs polylobés, vous verrez ça tout à l'heure, qui sont une sophistication de l'architecture. On va essayer de les voir tout de suite, ces arcs polylobés. Sauf qu'évidemment, je vais leur courir après. Ça y est, on y arrive. On arrive aux arcs polylobés. On reviendra peut-être un peu en arrière tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, justement, peut-être encore mieux. Bon, ici, vous le voyez assez bien. Là, déjà, vous voyez ces arcs plus complexes qui sont inspirés, cette fois, de l'architecture abbasside. On est au Xe siècle, donc on est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus sophistiqué, mais néanmoins, on reprend le système colonne plus arc, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'arc. Abdelrahman II, Al-Hakam II va vouloir introduire également une partie liturgique avec des coupoles extrêmement raffinées, en les faisant décorer par les mosaïstes byzantins. Il va s'adresser à Nicéphore II, l'empereur de Byzance, et lui demander d'envoyer des artisans capables de faire ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire de couvrir cette magnifique coupole à nervures qui se trouve au-dessus du nouveau mihrab. Et cette coupole à arc entrecroisé est justement une découverte technique de l'architecture abbasside. Ça nous renvoie à la grande mosquée de Samarra, par exemple, ou d'autres bâtiments. Et ces mosaïques font le côté extrêmement luxueux de l'édifice, à tel point que les habitants de Cordoue, les musulmans de Cordoue, voyant tout ce luxe et toute cette emphase, se seraient demandé d'où venait tout l'argent pour construire ce genre de choses.
Et ils ont, selon les auteurs musulmans, l'historien Abdelwalid al-Marrakechi, qui est un historien qui vit une partie de sa vie à Cordoue, il rapporte qu'ils ont refusé d'aller prier dans cette nouvelle partie de l'église sans savoir d'où venaient les sources de financement. Et Ibn Idari, qui est historien andalou, au XIVe siècle, nous dit « Al-Hakam écrivit au roi des chrétiens, l'empereur de Byzance, au sujet des incrustations de mosaïques et lui demanda de lui envoyer un artisan talentueux imitant ce que le calife Omeyyade Al-Walid, parce que je ne vous ai pas dit, mais oui, à la mosquée de Damas, il y avait déjà eu l'introduction des mosaïques byzantines, et donc on se réfère peut-être encore au modèle de l'architecture originelle de Damas. Et l'empereur byzantin a envoyé non seulement les artisans, mais aussi le matériel, donc tout est arrivé à bon port, pour transformer ce bâtiment en quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, ça, c'est très vite, je regarde ma montre parce que c'est vite, mais à la fois, ça prend un peu de temps. C'est vite résumer les différents apports de cette architecture islamique qui s'enrichit, se développe, en respectant une structure qui reste un peu la même, mais vous voyez que le décor devient de plus en plus élaboré, se complexifie avec l'avancée dans les siècles, s'enrichit également on atteint là un peu le sommet du luxe et du raffinement dans l'espace de la mosquée. Ce qui va se passer ensuite, eh bien, c'est l'extension d'Al-Mansour, dont je vous ai dit que... Donc, attendez, je reviens quand même un tout petit peu. Al-Mansour ne peut plus partir au sud, parce que là, on avait... Alors, le sud est là. Donc, voilà, la dernière extension luxueuse, richissime, avec les arcs polylobés, le nouveau mihrab avec sa coupole magnifique que vous avez vu tout à l'heure. Donc, c'est ceci. Et là, on est au sud, donc on est proche désormais du fleuve. Donc, Al-Mansour décide, certainement lié à l'accroissement de la population et des fidèles, hein, parce que cette ville de Cordoue, alors j'ai cherché à vérifier les chiffres de la population, c'est très difficile, on nous donne beaucoup de chiffres qui sont très variables, mais à certains moments, on nous dit qu'il y aurait eu 1 million d'habitants. C'était avec Bagdad l'une des plus grosses villes au Moyen-Âge. 1 million, ça semble quand même énorme. À d'autres endroits, on nous parle de 250 000. Mais donc, on est dans une phase de prospérité à Cordoue. La population est musulmane. Donc, cette mosquée, qui ne sert pas seulement à la liturgie, vous savez, une mosquée, bien sûr, ça sert aussi à l'enseignement. Il peut être religieux, bien sûr. C'est aussi pour y traiter les affaires. C'était une sorte de place publique, la mosquée de Cordoue. Et donc, pour répondre aux besoins des habitants, Mansour décide d'ajouter encore tout ceci et d'agrandir la cour. Donc là, c'est une grosse extension qui ne se fait pas remarquer par un luxe tapageur, donc qui continue tant bien que mal à récupérer des colonnes et à sculpter de nouveaux chapiteaux, parce qu'au début, on pouvait utiliser les spolias, parce qu'on en trouvait. Mais ensuite, il a fallu que les artisans se mettent à imiter une sorte de corinthien. Et ça se remarque bien quand on est dans l'édifice. Il y a des choses qui sont un peu plus rudimentaires, on va dire, et qui sont parfois justement les interventions plus récentes, copiées d'après les modèles antiques. Alors voilà l'état de la mosquée avant la Reconquista, qui date de 1236, laquelle va occasionner tout d'abord, on pourrait dire, c'est peu de choses. Hein. Vous voyez ici le plan et vous voyez que contre les murs d'enceinte viennent se nicher des chapelles.
Il y en a tout le tour. Si vous étiez sur place, vous avez pu les voir. Elles sont d'ailleurs fort intéressantes. Pardon, je reviens. Voilà, alors d'abord c'est ça. Et puis ensuite, il va y avoir ceci qu'on appelle la chapelle Villa Viciosa. On voit pas sur l'écran. Ah, vous voyez rien? Alors, les petites chapelles latérales, donc elles viennent longer les murs d'enceinte. Alors là, disons, bon, on obstrue des portes, comme je vous l'ai dit au début, mais nos malais, hein, on va dire, on n'attente pas encore à l'espace véritable de la mosquée. Ensuite, il va y avoir cette chapelle-là, qui va être construite, qui est la Villa Viciosa, et puis à la fin, au milieu, en plein milieu, la chapelle majeure, qui va soulever beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions, les habitants de Cordoue ne sont pas pour, la municipalité de Cordoue écrit à l'empereur, à Charles Quint, en disant écoutez, on ne doit pas construire cette chapelle, c'est pas possible, il faut maintenir la mosquée, son espace, son caractère, ses colonnes qui sont magnifiques. Et finalement, Charles Quint, à l'assistance de l'évêque, parce qu'à ce moment-là, la mosquée est même devenue, nous sommes au XVIe siècle, la mosquée est même devenue une cathédrale, c'est la cathédrale de Cordoue. L'évêque insiste pour faire construire cette chapelle majeure en plein centre de l'édifice. Alors finalement, Charles Quint, à distance, va signer une autorisation dont il se repentira beaucoup par la suite. En tout cas, tous les récits nous disent que lorsqu'il est venu sur place à Cordoue et qu'il a vu ce qu'on avait construit au milieu de cette cathédrale, il a été extrêmement attristé et il a dit « Vous avez détruit ce qui était unique », vous voyez, le terme d'unique qui revient même dans la bouche de Charles Quint, pour construire quelque chose qui est tout à fait banal. Alors évidemment, cette église centrale, elle a toutes ses qualités. Vous verrez que j'en ai pas énormément de photos, parce que je crois que je l'ai boycottée quand j'étais sur place. Dans le fond, je voulais ne voir que la mosquée. Mais c'est une grave erreur, parce que je regrette, j'avais presque envie de retourner sur place encore une fois, après avoir travaillé un peu sur l'objet. Mais bon, c'est comme ça. Alors ça, déjà, vous voyez qu'au niveau des voûtes, c'est l'accès qui vous mène à cette nouvelle chapelle. Et là, ce n'est pas encore la chapelle. Hein. Il y a tout un système de nervures gothiques qui ont été installées au-dessus des arcatures islamiques. Alors, celle-ci, elle n'est pas à sa place. Ça ne fait rien, on va la passer. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Ça c'est les images qui nous montrent cette répétition du système d'origine. Mais on va aller un peu plus vite. Ah oui, alors ça, c'était... Oui, alors je suis désolée, mais mes images ne sont pas très bien rangées, ou c'est mon discours qui n'est pas très bien arrangé sur mes images. Bon, bref, on remonte un peu dans le temps. Ça, ce sont les travaux très luxueux de Al-Hakam, que vous voyez justement, avec tout ce décor ornemental de stuc qui est extrêmement raffiné. Et puis là, voilà que nous arrivons à proximité de la chapelle, qui est donc en position centrale, qui, d'une part, alors, elle est exécutée par des architectes espagnols. Le chantier dure très longtemps. On commence dans les années 1530, mais ça s'achèvera qu'en 1607, donc c'est un très très long chantier. 3 architectes s'y sont cassés les dents, 2 de la même famille, les Herman Ruiz, et un 3e encore par la suite. Et à la fin, effectivement, alors, j'en reviendrai en arrière, je suis désolée, les médias ne sont pas organisés comme elles auraient dû l'être. Alors, voilà quelques vues de cette chapelle majeure. Et vous voyez qu'elle est dans un style
maniériste, baroque, qu'elle comporte énormément d'ornementation, qu'il y a un maître-autel magnifique au fond de la nef, qu'il y a des orgues magnifiques, il y a aussi des stalles. Donc, un objet qui en soi, d'ailleurs tout le monde le dit, en soi c'est un objet magnifique, mais malheureusement, elle ne devrait pas se trouver à l'intérieur de cet édifice. Alors, tout le monde le dit quand? Tout le monde le dit depuis Charles Quint. Et puis ensuite, les romantiques vont pleurer des larmes de sang en voyant ce conflit entre l'architecture chrétienne et l'architecture islamique. Je vais vous lire un peu de Théophile Gautier, parce que je trouve ça quand même magnifique. Voici ce qu'il nous dit. Parce qu'il nous parle à la fois de la mosquée, mais aussi de la chapelle. L'impression que l'on éprouve en entrant dans cet antique sanctuaire de l'islam est indéfinissable. Alors attendez, je vais peut-être, puisqu'il parle d'abord de l'islam, vous mettre cette photo. Voilà, parce que là, c'est l'islam qui débouche sur la chrétienté au fond. De quelque côté que vous vous tourniez, votre œil s'égare à travers des allées de colonnes qui se croisent et s'allongent à perte de vue comme une végétation de marbre spontanément jaillie du sol. Le mystérieux demi-jour, c'est très important la lumière, parce qu'effectivement dans la partie mosquée, vous l'avez vu, il y a très peu de lumière. Alors qu'à l'heure actuelle, on a l'électricité quand même. Il faut voir qu'à l'origine, c'était dans la pénombre, en effet. Et on éclairait pour certaines occasions avec, bien sûr, des lampes. Et donc, un mystérieux demi-jour qui règne dans cette futaie et qui ajoute encore à l'illusion. Retenez ce mot. L'on compte 19 nefs dans le sens de la largeur et 36 dans l'autre sens, mais l'ouverture des arcades transversales est beaucoup moindre. Chaque nef est formée de 2 rangs d'arceaux superposés, dont quelques-uns se croisent et s'entrelacent comme des rubans, produisant l'effet le plus bizarre. Alors les rubans, ce sont les arcs polylobés que vous avez vus tout à l'heure, qui sont effectivement beaucoup plus complexes que ceux-ci. Les colonnes, toutes d'un seul morceau, n'ont guère plus de 10 à 12 pieds jusqu'au chapiteau d'un Corinthien arabe, plein de force et d'élégance, qui rappelle plutôt le palmier d'Afrique que l'acanthe de la Grèce. Alors, ça c'est amusant, hein, c'est bien de la littérature, mais en même temps c'est pas faux. Hein. C'est-à-dire, s'agissant d'un bâtiment islamique, enfin c'est pas faux, c'est une interprétation, on va comparer ceci plutôt au palmier. Les colonnes sont de marbre rare, de porphyre, de jaspe, de brèche, verte et violette et autres matières précieuses. Il y en a même quelques-unes d'antiques et qui proviennent à ce qu'on prétend des ruines d'un ancien temple de Janus. Au temps des califes, 800 lampes remplies d'huile aromatique éclairaient ces longues nefs. Donc il y avait quand même, vous voyez, un système d'éclairage. Et ces lampes faisaient miroiter le porphyre et le jaspe poli des colonnes, accrochaient une paillette de lumière aux étoiles dorées des plafonds. Malheureusement, cette magnifique perspective est obstruée aujourd'hui par l'Église catholique, masse énorme, enfoncée lourdement au cœur de la mosquée arabe. Des retables, des chapelles, des sacristies empâtent et détruisent la symétrie générale. Cette église parasite, monstrueux champignons de pierre, verrue architecturale poussée au dos de l'édifice arabe, a été construite sur les dessins de Hernán Ruiz et n'est pas sans mérite en elle-même. On l'admirerait partout ailleurs, mais la place qu'elle occupe est à jamais regrettable. Elle fut élevée malgré la résistance de l'Ayuntamiento par le chapitre sur un ordre surpris à l'empereur Charles Quint qui n'avait pas vu la mosquée. Il dit, l'ayant visité quelques années plus tard, « Si j'avais su cela, je n'aurais jamais permis qu'on touchât à l'œuvre ancienne. Vous avez mis ce qui se voit partout à la place de ce qui se voyait nulle part. » Ces justes reproches firent baisser la tête au chapitre, mais le mal était fait.
Alors ça, c'est Théophile Gautier dans la Revue des Deux Mondes en 1842. Et dans le fond, on pourrait multiplier les témoignages de ce genre de la part des écrivains romantiques et des visiteurs du début du 19e siècle, même de la seconde moitié du 19e siècle. Donc, la réception de cette chapelle, à un moment donné, est extrêmement défavorable. Mais que serait ce système répétitif s'il était intact? Ben, c'est aussi la question qu'on doit se poser. C'était véritablement immense. Que des colonnes, que ce que vous voyez là, avec des variations dans les arcs, avec plus ou moins de richesse, mais surtout au niveau supérieur, au niveau des voûtes et des coupoles. On essaye d'ailleurs aujourd'hui, peut-être vous l'avez fait comme moi quand on visite, d'imaginer que la chapelle n'est pas là. Moi j'ai essayé de la fuir, je lui ai tourné le dos tout le long. C'est pour ça que je ne l'ai pas photographiée, sinon j'aurais eu de bonnes photos à vous montrer ce soir. Mais c'est peut-être un tort, parce que vous verrez que les témoignages d'aujourd'hui sont quand même assez différents. Vous avez déjà entendu que l'UNESCO, au contraire, salue cette fusion des styles, ce syncrétisme, qui idéologiquement répond aussi à une forme d'œcuménisme, de succession des cultes, etc. Bon, on va y venir. Alors, ce que je vous montre ici, c'est les vues stéréoscopiques qu'on faisait beaucoup dans la seconde moitié du 19e siècle. Vous savez, il y avait cet appareil qui permettait de placer des images doubles qui devaient restituer la profondeur de l'édifice. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que dans le fond, c'est une question d'espace, de spatialité et de perception de l'espace qui importe beaucoup dans cet édifice gigantesque, vaste, vastissime, où lorsque l'on est à l'intérieur, on ne voit pas forcément où il se termine, c'est-à-dire on ne sait pas où est la fin. Donc quand on parle d'illusion, effectivement, il y a quand même quelque chose qui relève de l'illusion d'expérimenter l'espace de l'intérieur de cette mosquée de Cordoue. Et cet espace a énormément marqué, justement, au XIXe siècle, dans le monde de l'illusion. Je vous montre ici quelque chose que vous connaissez peut-être. Ça se trouve à Lucerne aujourd'hui, mais c'était construit pour l'exposition nationale de Genève de 1896. C'est un palais de glace. Et dans le fond, la répétition de toutes ces voussures, de tous ces arcs et de toutes ces colonnes est le fruit d'une illusion. C'est parce que vous avez des jeux de miroirs, c'est une sorte de labyrinthe si vous voulez. Lorsque vous vous promenez à l'intérieur, vous avez l'impression que l'espace est infini. Et c'est un peu ce sentiment que l'on a aussi lorsque l'on est à Cordoue. Et la répétition est quelque chose qui, effectivement, est important et intéressant. Alors, je ne vais pas vous lire encore les commentaires négatifs, mais plus récemment, un architecte français qui s'appelle David Trottin a fait un récit de voyage à Cordoue, un voyage qu'il avait fait dans les années 80. Et il nous raconte les choses de cette façon-là. Et c'est quand même intéressant. À la fin des années 80, j'ai fait un voyage dans le sud de l'Espagne, etc. On est entré dans la mosquée. Alors à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde, on y entrait facilement. Une première cour, un jardin d'orangers, puis d'abord, ça permet de filtrer la relation entre la ville et la mosquée. On pénètre ensuite dans la mosquée proprement dite. Une grande forêt très sombre de colonnes, avec des stries de lumière qui filtrent du plafond. Donc de nouveau cette idée de la forêt de colonnes, ce n'est pas une idée qui ne s'applique qu'à l'architecture musulmane. Vous savez, on a dit la même chose de l'architecture gothique, avec les piliers fasciculés. On l'a aussi décrite comme parfois justement une forêt de piliers, on entre dans la forêt gothique,
Alors là, c'est la forêt de la mosquée, qui est sombre, on est dans la pénombre, et cet éclairage qui vient des plafonds fend l'espace comme des rayons laser. Avant qu'on soit en mesure de la comprendre, une émotion forte nous saisit. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, quand je suis à l'intérieur, c'est le syndrome de Stendhal, ou presque. Hein. Je suis au bord de la pamoison. Je suis peut-être hypersensible, mais franchement, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qui procure cet effet? Alors, ce que dit Trottin, on sent à quel point l'architecture répond à ce besoin de se protéger de la lumière, ce qui est sans doute vrai eu égard au climat de l'Andalousie. Un besoin lié à la survie. On se sent facilement perdu dans la forêt de Cologne. Au-dessus, des doubles voûtes en arc de briques et de pierre forment un ciel incroyable, une enfilade de boucles d'où filtre la lumière. Attendez, je vais quand même vous montrer la mosquée. Voilà, ça vaut mieux que le palais de glace. L'architecture du lieu a quelque chose d'assez rustre. Oui, vous savez, j'ai lu beaucoup d'historiens de l'art parlant de la mosquée de Cordoue et surtout les orientalistes, les spécialistes de chapiteaux qui disent ces chapiteaux sont rudimentaires, ils ne sont pas intéressants, ils sont mal conçus, c'est l'art dans son enfance de l'art, ça va se développer ensuite chez les Nasrides, vous savez, c'est cette idée du progrès des arts. Donc Cordoue serait le début, puis les Nasrides à l'Alhambra, ça serait l'apothéose. Mais l'architecture, effectivement, elle est simple. Elle est simple, mais dans le fond, ce qui fait vraiment l'intérêt, la qualité et l'extraordinaire de la mosquée, c'est la spatialité. Et c'est l'effet produit sur nous qui entrons à l'intérieur. Ce n'est pas, effectivement, le détail d'un chapiteau. Alors là, il dit « Tout cela forme un ensemble répétitif sur lequel viennent se greffer ces voûtes, un peu grossières elles aussi. » Bon, c'est son avis. Ce qui fait l'intérêt, c'est la masse et plus encore la répétition du motif. Vous savez, la répétition, c'est comme quand on voit tourner un derviche quand il danse. Hein. Il danse jusqu'à l'extase, il tourne, et là on regarde ses arcs, enfin on peut être ébloui si on se laisse un peu aller, enfin je ne sais pas ce qu'il en est de vous, vous êtes beaucoup trop cartésien peut-être pour subir ce genre d'influence, mais c'est tellement infini qu'effectivement ça provoque quelque chose, ça peut provoquer quelque chose. Et puis il dit, alors la chapelle, on arrive au milieu et on voit un grand puits de lumière, une clairière qui s'ouvre dans le bois touffu. C'est une jolie façon de décrire les choses, hein, qui n'est pas négative cette fois, comme une révélation. L'œil est attiré, la lumière guide. Et c'est vrai que c'est un problème d'éclairage, puisqu'on a vu que la mosquée est dans la pénombre. Tout d'un coup, effectivement, on a énormément de jour quand on arrive à la chapelle majeure. Alors, ce cœur blanc très clair concentre la lumière et fait contrepoint à l'ensemble. Un sommet de sophistication baroque levé dans les arches de la mosquée, dont on perçoit tout de suite la finesse depuis la forêt des colonnes. La chapelle n'a pas de façade. Vous vous rappelez, pour ceux qui y étaient, qu'effectivement la chapelle elle commence au-dessus des voûtes, au-dessus des arcs islamiques. C'est quand même un accrochage qui est assez saisissant, hein. Donc on n'a quand même pas tout détruit, on s'est posé dessus. Bon, on peut l'interpréter de toutes sortes de manières symboliquement, hein. C'est aussi peut-être le triomphe d'une religion sur l'autre, bon, Dieu sait quoi. Mais en attendant, constructivement, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc il n'y a pas de façade, elle vient surtout en élévation, et elle fait spectacle de la lumière qui s'engouffre. Le toit la laisse entrer par de grands vitraux, il est comme posé sur la trame de la mosquée. Bon, après, l'architecte dit quand même que cette greffe est un acte violent. Ce cœur blanc très clair qui concentre la lumière fait contrepoint à l'ensemble. C'est le truc qui déroge à la règle.
qui oblige à reconsidérer l'endroit où l'on est. Et il répète de nouveau la critique de Charles Quint. Donc, c'est pour nuancer un petit peu les critiques que je vous ai citées tout à l'heure. Moi-même, je ne vais pas vous donner de réponse, enfin je vous ai déjà dit un peu que je n'ai pas fait assez de photos de la chapelle, mais je ne vais pas vous donner de réponse, mais je pense que c'est quand même un sujet sur lequel on doit réfléchir, parce que c'est très compliqué comme assemblage, en effet. Pour ce qui est de l'édifice, j'essayais de trouver des qualificatifs qui me soient propres pour le décrire. Et finalement, je suis tombée sur envoûtant. Bon, ce sont des arcs, mais du mot arc, on n'a pas tellement d'adjectifs qui dérivent. Alors, quand on est envoûté, est-ce qu'on est pris dans des voûtes? Il paraît que ce n'est pas tout à fait l'étymologie, j'ai regardé les dictionnaires d'étymologie, mais effectivement, il y a quelque chose qui interfère avec la perception d'une façon extrêmement surprenante. Et pourquoi? Peut-être parce que l'édifice n'est pas très élevé, contrairement à nos cathédrales gothiques, où effectivement ce sont des prouesses architecturales. Et dans le fond, mais pour percevoir la prouesse, il faut lever le regard, ou bien être tout à l'entrée d'une basilique gothique et avoir dans son champ de vision la totalité. Mais là, on est, je dirais, sans lever le regard, on perçoit tout ceci, on perçoit tout cet espace, on perçoit la répétition, de façon qui est un peu obsessionnelle, on va dire. Hein. Et donc, ça procure quelque chose de très particulier, et c'est peut-être ça qui a beaucoup frappé les esprits des visiteurs. L'espace semble infini, tout est à portée de regard, et cette force de la répétition, c'est un peu aussi comme les psalmodies des prières, c'est une transposition peut-être de cela. Et c'est sûr que ce n'est pas un exploit, la mosquée n'est pas un exploit sur le plan de la structure peut-être, sauf pour certains détails dont je ne vous ai pas encore parlé, je crois que je vais vite y revenir. Voilà. Ici, dans la phase luxueuse de l'expansion de Raqqa, vous avez ces superbes coupoles. Alors là, on est vraiment dans le cadre d'une structure compliquée de coupoles à nervures, lesquelles coupoles à nervures semblent avoir été mises au point par les Abbassides, puis sont venues ensuite justement en Espagne, où un architecte important de l'âge baroque italien, Guarino Guarini. Vous voyez ici la coupole de San Lorenzo à Turin, de Guarino Guarini, qui date du XVIIe siècle. Et Guarino, qui était un moine théatin, est venu en Andalousie où il a passé 2 années et a vu Cordoue. Et on pense effectivement qu'il s'est fortement inspiré de ces 3 coupoles. Il y a 3 coupoles à nervures qui ont été réalisées au même moment, au Xe siècle, pour réaliser, alors non seulement Saint-Laurent, mais aussi le Saint-Suaire, qui est encore plus compliqué. Donc là, on a une architecture qui est extrêmement complexe du point de vue de la construction, mais sinon, il est vrai que la répétition du système constructif d'origine est quelque chose qui joue sur l'illusion, qui peut rappeler les phénomènes hallucinatoires des palais des glaces. Et puis, moi, j'irais même, mais le travail est en chantier, j'irais même comparer ceci aux illusions des peintres de Locke Art, Vasarely ou d'autres, et puis avant cela, des images de kaléidoscope. Vous savez, le kaléidoscope est inventé au début du 19e siècle, en 1825, par un Anglais, et c'est vrai que ça produit des images par le biais des miroirs où tout se répète. Je
Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, enfant, j'ai passé des heures derrière mon kaléidoscope. Donc c'est peut-être pour ça que je suis très impressionnable quand je suis dans la mosquée de Cordoue. Alors écoutez, je ne vais pas faire plus long parce que ça serait amusant qu'on discute un petit peu de tout ça. Mais je vous remercie. Mais pour finir, attendez, non, il y a quand même quelque chose encore. Si j'arrive à vous le passer. Si on Vous allez voir la mosquée encore une fois, une dernière fois. On est sur le grand pont, le pont romain. Ça suffit. C'est à vous. Alors j'attends vos réactions, surtout ceux qui ont vu la Il y aura des mosquée. questions, je ne sais pas si. Alors, vous parlez peut-être un peu plus